فلاون يكراو إذا عندي توالان أما تزرام يلا سلحد نسعى تدويل ذاك الوحيد البروفيسور الحسين يحيى يخدم تدويل تيسي سمايا سقيافة إذا المقر هي أما تزرام السادد يسعى سين سناف نتحوشين كاكي سيني سنتال امزورن في لومباسادور في لا ديكلاراسيون لومباسادور الجزائر الدولي فرنسا السنان باللي ثوسيوين نعم ثوسيوين ذاين المينيستير دو لا سونتي ايزمر انتجمع ثم غروس اكن الواحد الجوفرنمون الجزائريين يشفاي الطاس يصوردين خير لا يصوردين يثمر يدكتين تفريق اما اللي كان يبان يعني الحال يستخدم تسرتيتيس كونتر لا كابيلي الوحي في الصحراء اوكسيدونتال راكي في مدينه دياويه شويه دياوي يستخدم فكر كيكاسني أكن داغون واشو إنيس يسش ثموري ديكتين تفريق حقا يخمنا باراج إلى إسرائيل يتكشم ثموري ديكتي يتوشودن ثموري ديكتين تفريق هي أول ورك بروفيسور الحسين يحيى زول كسيل زول مرة مستفيد أنا بقدر تسمقولن سي التمناط سي صرفات ومار من دوني تكني القار ذا ساقي كدنيض لن سيني سنتال نزوار الكومونيكي كي لامباساد دالجيري لامباسادور دالجيري لامباساد دالجيري en France لكن تولم devant le vide. Il y a un vide, il y a l'absence de l'État, l'inexistence de l'État en Kabylie, devant la catastrophe annoncée à la pandémie, la diaspora nord, évidemment, spontanément, il a répondu à l'appel de détresse, de SOS qu'on a reçu de tous. Tous les Kabyles de l'étranger, on a reçu des SOS, c'est tout Bernard, c'est les communes nord. Ça n'aura même pas l'oxygène et tout ça, donc un élément vital. Hein. On parle de la vie ou de mort. Hein. Il y a des morts tous les jours là, dans chaque commune, c'est par centaines. Évidemment, on n'a même pas réfléchi, c'est spontané, c'est l'instinct pratiquement de survie qui nous a commandé. On a organisé les cagnottes pour venir répondre à l'urgence, à l'extrême urgence, donc des nôtres, surtout en Kabylie. Yeah. Et l'État, pendant tout ce temps-là, il était occupé, hein, il a d'autres choses à faire. L'État algérien, il est occupé, plus préoccupé par sa propre, je dirais, survie, la crise politique qui a complètement paralysé ce pouvoir-là depuis presque 2 ans. Donc, il n'a pas vu venir ça, et puis il s'est réveillé, il a trouvé que la diaspora, hein, Kabyle en particulier, elle était capable, elle est organisée. Donc, on a fonctionné comme un État indépendant. Okay? On a organisé les choses. Et puis évidemment, du premier coup, il voulait nous faire payer notre esprit d'indépendance. Donc il a laissé faire. Il est criminel. Il a laissé mourir des gens. Hein. Donc pour lui, là, d'une pierre deux coups, il se débarrasse, il passe à l'exécution, son opération Zéro Kabyle, et sans être inquiété par la communauté internationale, puisqu'il fait endosser ça par le Covid, n'est-ce pas, par le variant Delta. Et puis, après réflexion, il a vu que la Kabylie peut se passer de ce pouvoir-là. Okay? Donc, qu'est-ce qui lui reste comme mécanisme d'action?
il a bloqué le matériel d'urgence, hein, donc de survie. Il l'a bloqué aux douanes et puis il faisait des chantages aux gens pour récupérer le matériel qui n'a pas payé, hein, c'est la diaspora qui l'a payé. Et il trouve le moyen de bloquer ça et puis d'exiger de prendre la moitié de l'équipement. Je ne sais pas ce qu'il va faire, ils vont le revendre, ils vont le dispatcher ailleurs parce qu'ils n'ont pas investi, même ailleurs, dans l'Algérie, là, ils n'ont pas investi sur le Covid. Donc, il a trouvé ces stratèges-là, ils ont fait un rail, l'ambassade, là, il a mis un communiqué, tout là, les cagnottaguins, on a envoyé du matériel, des concentrateurs d'oxygène, des générateurs, qu'il faut passer par l'ambassade. Donc, il nous introduit ici une vis de forme, c'est-à-dire une bureaucratie, hein. La bureaucratie, surtout le Zaïre, hein. Des fois, tu as même un extrait de naissance, ça se une semaine à Tazalal. Donc là, il veut en fait laisser le Covid faire des ravages avant que ce matériel éventuellement arrive. Alors, ce nous fait sur le Zmer qui تفلس la bureaucratie, l'oxygène ما يروحش دقيقة ما يغسلناش كل شيء فوالا تقدر فيك تروح. Absolument. Écoute, face à la pandémie, c'est des responsabilités, c'est ça qu'il faut dénoncer au niveau international, à l'Organisation mondiale de la santé. Face à l'extrême urgence, la pandémie, lui, il fait des calculs politiques. Ce n'est pas le moment de faire des calculs politiciens. De connaître un gramme d'humanisme, c'est des monstres. On a affaire à des monstres que la vie humaine ne compte pas pour eux. Surtout la vie d'un Kabyle, là, pour eux, elle ne vaut rien. Donc, ils vont traîner en longueur, trouver des mécanismes de contrôle, parce que ce qu'ils veulent faire, en fait, c'est pour montrer Zahman, c'est eux les maîtres de Tmourtagui. Donc, la bureaucratie, etc. Et en plus, il faut voir la bureaucratie. Il faut donner les noms des donateurs. À Makni, on trafique la drogue. Hein. On envoie du matériel d'urgence humanitaire et ils veulent qu'on divulgue les noms des donateurs. Il faut qu'en plus, le matériel ne va pas arriver à destination. Ils veulent que le destinataire soit le ministre de la Santé, le Zaïre. Ce ministre-là, nous connaissons un gramme d'intelligence, de dignité, plutôt de dignité. Il devrait démissionner immédiatement parce qu'ils n'ont pas été capables ni de prévoir, ni de gérer la crise du Covid. Dans les pays démocratiques et tout ça, c'est la démission immédiate du ministre de la Santé. Ouagui, non seulement qu'ils n'ont rien fait, ils n'ont rien investi, il vient maintenant nous mettre des bâtons dans les roues pour apporter. En fait, ici, ce n'est pas une aide internationale, c'est une aide humanitaire de la diaspora, c'est-à-dire les familles. Ils veulent pas qu'on aide même nos propres familles. La région. Même nos propres familles veulent nous empêcher de leur venir en aide. Alors que tout le monde sait que la Kabylie, économiquement, elle dépend de la diaspora presque à 95%, puisque cet État-là, il est défaillant. Mais Chicken Segui, il a été défaillant depuis notre indépendance. Depuis 62, toujours, la Kabylie dépend sur absolument. Ils n'ont rien investi. Regarde là, les pays républicains qui se respectent depuis le début du Covid, ça fait 2 ans. Hein. 2 ans, tous les États, les États, ils ont déboursé, ils ont dépensé des sommes colossales, des milliards de dollars pour soulager, pour venir en aide et soulager leur population, n'est-ce pas? Donc, si je prends l'exemple ici de pays où je vis, là, le Canada, on parle pratiquement de plus de 100 milliards de dollars qui sont investis en fait dans le secteur de la santé. Tous les secteurs, même au niveau des individus, le soutien pour, en fait, il y a un plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la Covid. Les Français, ça a un plan, l'Allemagne, ça a un plan. Et ce plan-là, tu as vu à l'échelle de l'Europe, on parle presque de 1000 milliards de dollars qu'ils ont déboursés pour affronter le Covid-19, que ce soit aux individus, que ce soit aux entreprises, à tous les secteurs, aux communautés.
Mais j'aimerais bien que ce ministre-là, cet ambassadeur qui est prompt à émettre des communiqués, qui nous fasse un communiqué combien qu'ils ont dépensé pour répondre au Covid en Algérie. $0. Pire que ça, l'argent, ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent, mais ils le dépensent ailleurs. On va revenir au sujet, là. Ils sont en train d'acheter quelques pays pour avoir gagné leur silence, en quelque sorte, là, dans l'opinion publique internationale. Mais ils ont beaucoup d'argent. Au Canada, juste récemment, là, ils ont injecté un nouveau 43 milliards de dollars pour ça, pour le Covid, par exemple, les vaccins. Les vaccins, le Canada a mis, je crois, presque 4 milliards de dollars pour acheter des vaccins. Combien l'Algérie a mis pour acheter des vaccins? C'est des donations. C'est la Chine et la Russie là, qui leur ont donné quelques, comme ça gratuitement, quelques vaccins. Mais il n'y a aucune campagne ni pour promouvoir la vaccination. Ils ont apparemment presque 70 chaînes de télévision en arabe. Et ces télévisions n'ont même pas fait de la pédagogie, même pas expliqué les mesures sanitaires à la population. Et encore moins de faire une campagne pour la vaccination. Hein. Ils préfèrent passer les adhan des prières à chaque seconde, même quand il y a un match de football, ils l'arrêtent pour passer le adhan, mais pas pour le besoin en fait sanitaire de la population. D'ailleurs, on parle du Covid, mais il y a quelques suspicions qu'il y a d'autres maladies qui sont en train de faire des ravages en même temps, d'autres infections, genre peut-être choléra, parce qu'on a vu qu'il y a un manque d'hygiène flagrant. Il n'y a pas d'eau, les hôpitaux n'ont même pas de l'eau. Hein. Il n'y a pas d'oxygène, mais il n'y a pas d'eau non plus. Et il y a des infections probablement dans les villes, ils sont vraiment infectes. Il y a, surtout après la célébration de l'Aïd, là, il y a des pots de mouton ils sont jetés dans les rues. Il y a des chiens qui se disputent les pots de mouton. C'est vraiment des sources d'infections graves. Amen ou lèche. Comment tu veux être propre alors qu'on demande aux gens de se laver les mains à chaque fois qu'ils sont à l'extérieur? Donc, c'est vraiment ce qui est en fait la suspicion, c'est qu'ils ne font même pas d'autopsie. Ok? Il n'y a pas d'autopsie. On m'a dit que c'est des gendarmes, tout juste s'ils trouvent des boîtes et c'est les gendarmes qui disent il n'y a pas d'autopsie. Des médecins, il y a des médecins qui sont décédés. Il y aurait peut-être plus de 250 médecins, des spécialistes en neurologie ou d'autres là, qui sont morts parce qu'ils ne protègent même pas le personnel soignant. Alors imagine la population. Donc, je trouve que cette mesure-là, surtout de l'ambassade d'Algérie à Paris, là, c'est quelque chose non seulement de condamnable, mais c'est criminel comme attitude. C'est vraiment criminel au lieu de faire un appel international comme a fait la Tunisie. La Tunisie, elle a affronté aussi ce variant Delta. Elle n'a pas hésité une seconde à faire un appel international pour venir en aide à la Tunisie. Ouagui, non seulement il n'y a rien de tout ça, il prive, comme on dit dans sa diaspora. La Tunisie, elle a fait aussi des cagnottes. Ils ont organisé des cagnottes, la diaspora tunisienne, même d'ici du Canada, pour aider leur population. Ils n'ont jamais eu de mesures administratives, bureaucratiques, pour freiner ça. Ils veulent gagner du temps, peut-être laisser le Covid faire des ravages à leur place. C'est pour ça que je dis que c'est des criminels notoires, ces gens-là. Et puis, à Kenedner, ils sont plus préoccupés aujourd'hui, là, je pense, à parler de crise politique. Ils essayent d'endiguer. On a vu que depuis 2 ans, en tout cas la Kabylie n'a même pas voté. Donc, on n'a pas d'État, on n'a pas de gouvernement. Et le reste de l'Algérie, c'est kiff-kiff. Hein. Ils ont peut-être voté certains, mais le pays fonctionne actuellement vraiment sans
sans tête pensante, là, sans État. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur cette décision-là. Mais il va falloir que la diaspora pousse plus loin. Il va falloir traduire, retenir les cagnottes qu'on a fait. On est capable d'organiser une cagnotte aussi de la diaspora pour traîner en justice l'ambassade d'Algérie, l'ambassadeur, et puis le ministre de la Santé. Parce que ça, on peut les attaquer en tant que personne. Okay, on ne peut pas attaquer un État, apparemment, au tribunal pénal international, mais les responsables, quand ils sont identifiés, on peut les poursuivre. On peut faire des cagnottes et engager un collectif d'avocats pour demander des comptes à ce criminel-là, l'ambassadeur et puis le ministre de la Santé algérien. Voilà. هي أنشي تنيت بريمو ذين يتقرح الحال عطاس ثمور في القبائل يعني سيزيك العمر ثول تكيل كذابو الجزائر تخدم إل سيتوينوس chaque fois il répond aux besoins de ses citoyens امزون انكني يدلو في اولاد الوالدين النور العمر ثول تبيع نزيد فيرن وإذا بويا داشا هي ما تزمرت يكملت فوالا. Oui, bah, écoute, l'autre information que peut-être certains l'ont pas vue, c'est que le mois de mai, le mois de mai Zrina Kagi 2021, le pouvoir algérien, en fait, il a envoyé Tabboune, il a envoyé un représentant, Ayman Ben Abdelrahman, à un sommet sur le financement des économies africaines à Paris. Il regarde à Paris un représentant. Et qu'est-ce qu'il a annoncé? Il a effacé une dette de 1,4 milliard de dollars pour certains pays africains. Les pays les plus, je dirais, les plus vulnérables. Et il essaie d'acheter des voix en quelque sorte, là, des pays africains, au moment où, comme je dis, il n'a pas investi un sens en Algérie pour prévenir le Covid, pour acheter des vaccins, etc. Il n'a rien fait. Mais à l'extérieur, donc, là, il est généreux, 1,4 milliard de dollars, au moment où les gens n'ont pas d'eau et n'ont pas d'oxygène en Algérie. يزمر الحالة هاث يخدم تسرتيث جوست ما يقيم يحكم داير كان بوليتيك تسرتيث ما يقيم يحكم. Ah, tout à fait. Bah, écoutez, il y a en 2018, c'est-à-dire juste avant la crise du Covid, il avait effacé aussi une ardoise de 3,5 milliards de dollars. Et ça, la source là, celui qui veut vérifier, c'est selon Hassan Qassimi, qui est le directeur d'études chargé de la migration au ministère de l'Intérieur algérien. Donc, c'est une dette que certains pays africains, les pays agués, on les connaît maintenant, c'est une dette qu'ils avaient contractée avec l'Algérie durant les 5 dernières années, c'est-à-dire de 2013 à 2018. Je dis bien 3,5 milliards de dollars. Okay? Imaginez que ce montant-là a été injecté dans la crise aiguë de Covid en Algérie. Ça aurait changé complètement le portrait. Mais continuons encore. Ce que j'ai découvert aussi, c'est que juste avant, donc le 30 mai 2013, ils ont aussi, en fait, il y a 14 pays à qui ils ont effacé une dette de 3 milliards de dollars. C'était Bouteflika, en 2013. 3 milliards de dollars ont été comme ça partis en fumée. Ils ont effacé la dette de 14 pays africains. Je peux donner des pays, c'est les petits pays, c'est les petits pays qui sont vulnérables économiquement. Donc, ce pouvoir-là, non seulement c'est un monstre, c'est un lâche qui fait du chantage aux petits pays africains, comme le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, Sao Tomé. Voilà un peu le genre de pays, parce qu'il ne peut pas s'attaquer à des pays comme l'Afrique du Sud, ou le Nigeria, ou le Sénégal, évidemment. Il va aller racoler des petits pays vulnérables
et puis ils leur donnent un peu d'argent, et puis en échange, évidemment, ils vont voter, ils vont être à sa faveur, que ce soit pour le problème du Sahara occidental, que ce soit pour le problème de Kabylie, ou tout autre problème, là, même dans le conflit israélien, je vais y revenir là-dessus. Donc, c'est ça un peu ça, dans sa petite tête, c'est vraiment ça. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on va pousser ce pouvoir mafieux à dépenser beaucoup plus d'argent encore parce que là, on a décidé de s'attaquer à l'opinion publique internationale. OK? Et ça, à coup de milliards, à coup d'intelligence, on va peut-être arriver à le démasquer. Il a donné aussi en 2013 5 autres milliards de dollars au Fonds monétaire international. شوفوا ملي الناس تمور نظراتي الكلية dans quel état elle est, il se permet de donner un autre chèque de 5 milliards de dollars au FMI, toujours aussi dans le but d'acheter quelques pays à l'international pour ne pas être démasqués. Alors l'oxygène ou lèche. Alors que l'oxygène lèche. Et on peut remonter, je suis remonté jusqu'à 2013, mais je vais vous épargner, vous pouvez faire le même, les auditeurs, non, ils peuvent faire le même exercice, Internet, les autres milliards qu'ils ont dépensés avant 2013 pour ces pays-là. Donc, c'est vraiment, c'est criminel et aussi, en fait, c'est la petite politique, par exemple, on a parlé l'autre jour de cet athlète-là de judo qui a refusé d'affronter son adversaire israélien aux Jeux Olympiques. Ça vient de se passer. Le monde entier a vu ça, ce geste-là, ce geste anti-sportif, ce geste aussi anti-esprit olympique, et c'est un geste aussi antisémite, profondément antisémite. Alors, la délégation algérienne a été renvoyée, bredouille, ils sont rentrés bredouille à Tmourt, sans aucune médaille, alors qu'il y avait une quarantaine d'athlètes. Et on défie le ministre même du sport algérien de nous dire combien ils ont gaspillé d'argent pour préparer ces 40 athlètes et qui reviennent avec 0 médaille. Okay? On ne le sait pas, on ne sait pas les chiffres. Mais le pire. Entre parenthèses, عرضوا لنا شويه تقعد لنا كنت لوفت كوميم لي زولماء العلماء يتفنس كوميم لا ميداي شو دي تيني تفنشت هذاك لا ميداي دور هو هذاك شو العلماء استيفان les frères musulmans. Oui, donc ils aggravent leur cas. Ils aggravent leur cas parce que non seulement ils ont fait preuve d'esprit anti-olympique et aussi d'esprit antisémite, et ils viennent de signer que c'est une volonté politique du pouvoir algérien. C'est pas juste l'athlète lui-même c'est pas une réaction d'humeur d'un simple athlète. C'est que c'est planifié, prémédité et planifié. Il a toujours été antisémite, c'est depuis longtemps, on peut remonter l'histoire. Mais là, il vient de démontrer, en fait, à l'opinion publique internationale, si besoin en est, il a signé le coup en remettant cette médaille, une médaille fictive, évidemment, des ulama, des islamistes, à ce pseudo-athlète-là, et qui en plus, ils ont célébré ça. Ça veut dire qu'au plus haut sommet de l'État, c'est une politique. Ils font de la politique et en fait, la religion. L'islam, on sait que c'est de l'islam politique qu'ils pratiquent en Algérie. Donc, ils ont infesté tous les secteurs d'activité en Algérie. Ils ramènent la politique même dans le sport. Yeah. Mais pire que ça, en fait, leur camp, l'antisémitisme ou l'antijudaïsme
En Algérie, c'est presque tabou. Hein? C'est-à-dire, en fait, on sait, par exemple, quand ils parlent des Juifs, ils disent Allah na'lum en arabe. Yehudi Allah na'lum. Donc, c'est culturel pratiquement chez les arabo-islamistes, là, arabo-islamistes, c'est depuis longue date qu'ils ont cette haine du juif. Yeah. Tu sais, juste un petit passage historique là, pour que les auditeurs comprennent bien. Avant la colonisation française, les Juifs étaient chez nous depuis bien avant les Arabes. Déjà, au deuxième siècle, il y avait la première synagogue qui est identifiée à Sétif, à Stif. À Stif, c'est là une synagogue au deuxième siècle. Au IVe siècle, il y avait aussi des traces, ils ont retrouvé une synagogue à Oumal, et une autre à Tipaza. Donc, c'est des preuves irréfutables, comme quoi les Juifs étaient là, par exemple, même en Tunisie, hein, à Djerba, c'est une des plus anciennes aussi synagogues. Donc, ils étaient là, bien avant. Après, du temps de la période des invasions musulmanes, et même ottomans, les Ottomans du XVe siècle à l'arrivée, donc à début de la colonisation française, il y avait toujours des Juifs dans toute l'Afrique du Nord, hein, au Maroc, Algérie, Tunisie, un peu partout. Ils étaient apparemment chassés par les pharaons, je ne sais pas l'histoire ancienne. Mais en tout cas, on n'avait pas de problème. Les Amazirs n'ont jamais eu de problème avec les Juifs. On les a côtoyés. Nous, on est ouverts à toutes les religions, comme on dit. Nous avons connu aussi le christianisme. Hein. On lui a donné même ses lettres de noblesse au latin, avec dans la période de Saint-Augustin, Saint-Cyprien, Tertullien, etc. On avait même 4 papes à Rome avant l'invasion arabo-musulmane. Donc, pour revenir aux Juifs, pareil, on les a connus. Il y a même des Amazirs qui étaient de confession juive. Le plus connu actuellement, c'est au Maroc, la région de Tinrir. Tinrir, il y a encore des Juifs jusqu'à maintenant. Surtout qu'ils viennent de se réconcilier, la monarchie marocaine avec l'État hébreu. Donc, il y a même des pèlerinages qui se font régulièrement au Maroc. Mais dans le cas de l'Algérie, qu'est-ce qui s'est passé? Là, les Juifs avaient un statut du temps de Doula al-Othmaniya, ce qu'on appelle des dhimi ou dhimi. C'est soi-disant des protégés, mais c'est comme des citoyens de seconde classe pour les musulmans et les arabes. Là. Et puis, Zama, c'est des dhimi, ils appellent ça. Mais après la colonisation française, en 1870, l'État colonial français a octroyé la citoyenneté française aux Juifs d'Algérie. C'est ce qu'on appelle le décret Crémieux. Le décret Crémieux, il a donné la citoyenneté. Alors, les musulmans, en fait, les ulama algériens, là, ils ont protesté contre ça. Pourquoi? C'est parce qu'ils étaient jaloux que l'État français colonial a accordé un statut de citoyen aux Juifs. Parce qu'eux, ils avaient fait la demande avant. Avant, ils voulaient devenir des citoyens français, ça leur a été refusé. Et puis, ils ne comprenaient pas pourquoi ils donnent ça aux Juifs et pas à eux. Donc, l'animosité qu'il y a des musulmans et des Arabes par rapport à la citoyenneté française des Juifs d'Algérie, elle remonte à ça, en 1870. Il y a un livre, Axel, là, il y a un livre qui vient de sortir, les auditeurs qui veulent vérifier, là, ce que je dis, il s'appelle Anti-judaïsme et antisémitisme en Algérie coloniale de 1830 à 1962. C'est écrit par une certaine Geneviève Dermen-Gienne et préfacé par le grand historien connu là, Benjamin Stora. Donc, c'est ça un peu l'histoire. Mais à l'indépendance algérienne, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, il en voulait beaucoup à ces Juifs-là, qui n'ont rien fait, hein, soit dit en passant. Hein. On connaît tous des Juifs, ils étaient proches de la population, comme Roger Hanin, qui a demandé, qui est enterré à Alger d'ailleurs. Roger Hanin, il y a d'autres Juifs. Enrico Macias, bon, ils lui ont voulu pour rapport à ses positions peut-être politiques là, mais c'est un Algérien de droit, il est né en Algérie, ses parents sont nés en Algérie, à Constantine. De quel droit
les arabo-musulmans, qui sont eux-mêmes des envahisseurs en Algérie, soit dit en passant, vont refuser à un citoyen algérien de confession juive de retourner dans son pays. Okay? Ça, c'est notre problème, tu vas me dire là. Mais pour l'opinion publique internationale, c'est bon de rappeler certains faits. C'est que on a affaire à un État qui est fanatique lui-même et puis qui n'accepte aucune différence, ne serait-ce que la différence de culte. De toute façon, on l'a déjà dit, Machikan les Juifs, mais toutes les autres religions ne sont pas acceptées dans ce pays. Maintenant, juste, oui, d'après ما شتولي شورا شرا وإذا كنت ديت شيع وإذا بول الجزائر يدي يهضر في اسم النسل قرناص مكني ونفقي عار في الشغل البروبليم نكنيد المروك في الصحراء اوكسيدونتال قرناص لافير هذا تاني لوني قرناص بين فقاع عطاس مي المروك يتوي لي جويف الى فرونتيير الجزائر نهني دو ذاك الشغل البوين هذاك وتبغانا راه سوا 19 بغانا راه ميدوين لي جويف هي المروك الور سي بلي غراف قرا الجزائر قراص ما يزريت الديسكور هذا كان الروا محمد السادس يعني ذي الحاجات فريمون تسرتي تاوين الى بي تاوين ما كانش لي فرونتيير هذا المعدن مي الجزائر عيش الديبان والتبغى راه نشتي هي يغرك. Oui, bien sûr, de toute façon, ça ne fait pas son affaire parce que le pouvoir algérien, terroriste, qui pratique un terrorisme d'État, tout le monde le sait depuis 62, d'ailleurs, même le pouvoir est l'empris par la terreur en massacrant les vrais résistants algériens. Ils ont tué 450 Kabyles, soit dit en passant, qui ont résisté à ce coup d'État qu'ils ont fait en 62. Mais pire que ça, ce qu'ils ont fait, on ne parle pas souvent, mais ils ont expulsé aussi tous les juifs d'Algérie. Soit dit en passant. Les pieds noirs et les juifs, tout le monde l'ont expulsé. Mais en fin de compte, pourquoi? Parce que les Venus avaient un plan. Leur plan, c'était dicté par Jamal Abdel Nasser, c'était de faire de l'Algérie un pays arabo-musulman. Et surtout, rien qu'arabe et rien que musulman. Donc, ils ont profité de la confusion qu'il y a eu en 62 avec l'OAS né. Je me demande même s'ils n'ont pas encouragé l'OAS, certains, de l'armée des frontières, pour créer une confusion et puis le grand départ là de tous les Européens, disons, d'Algérie en 62. Parce que nous, on n'avait pas de problème avec. J'ai encore une photo de Karim Belkacem qui négocie avec des instituteurs de Balestro, des instituteurs français, en leur garantissant que dans les accords d'Évian, il n'était pas question d'expulser tous les Européens. Il y en a même qui ont milité pour l'indépendance de l'Algérie. Je parle de Maurice Audin, par exemple. Il y a des Français qui ont été torturés même à mort, qui étaient du côté de l'indépendance. Comment des bâtards qui se cachaient à la frontière, qui n'ont jamais tiré une cartouche contre le colon, ils viennent et chassent de leur maison des gens qui ont milité. Non seulement ils étaient en bon terme avec la population, mais ils ont milité aussi pour l'indépendance de l'Algérie. C'est sûr qu'ils ont commis là déjà un premier crime de la terreur. Donc, pour revenir à cette question, par exemple, on a vu que l'Afrique du Sud, par exemple, l'Afrique du Sud, après la décolonisation, ils sont restés, les Européens en Afrique du Sud. Et si l'économie de l'Afrique du Sud aujourd'hui fonctionne, c'est grâce aux Blancs qui sont restés, aux Européens qui sont restés en Afrique du Sud. Pourquoi ce qui était possible en Afrique du Sud, qui est la première puissance en Afrique aujourd'hui, n'était pas possible en Algérie? Qui c'est qui a gâché cette opportunité-là? C'est ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ces généraux-là, qui étaient envoyés par Jamal Abdel Nasser, avec certaines aussi complicités françaises, évidemment, les services secrets français. Donc, pour revenir à la question qui nous préoccupe aujourd'hui, les Juifs aujourd'hui, là, en fait, cet accord
avec le Maroc qui s'est réconcilié avec l'État d'Israël. Et Ouais, surtout parce que le Maroc, comme je vous dis là, il a une sagesse. Le Maroc a une sagesse. Le Maroc, on a beau critiquer tout ce qui sa politique, certaines choses qu'il fait, mais il a cette sagesse-là, cette profondeur que n'ont pas les généraux algériens. Il y a une communauté juive marocaine, ok? Au-delà d'Israël, là, il y a une communauté juive. Les Kini, je les connais. Mon coiffeur juif, ici à Montréal, c'est un juif depuis 25 ans que je le connais. Parce que nous avons à Montréal 35 000 juifs d'origine marocaine, qui sont des Canadiens d'origine marocaine. Et donc, il voulait se réconcilier sa diaspora juive, qui joue un rôle de levier économique très important pour le Maroc. OK? Donc, c'est ça. Il est pragmatique, je pense, par pragmatisme, le Maroc, il ne veut pas s'aliéner sa diaspora juive. Ça, c'est une chose. Et puis, le reste, avec l'État d'Israël, là, c'est pas juste le Maroc. Je vais revenir tout à l'heure sur une déclaration que vient de faire le Premier ministre fédéral canadien, Justin Trudeau, à propos d'Israël. Tu vas voir que ça rejoint la position, d'ailleurs, même du MAC et même de Farhat Mahni. Hein? Pour dire, l'Algérie, en fait, c'est son mandat, c'est d'imposer l'arabo-islamisme en Algérie, mais de faire l'expansion. Hein? Critiquer les sionistes qui font de l'expansionnisme, mais les Libanais, ils font pire. Ils font pire. Parce que non seulement, là, ils tiennent l'Algérie, ils voudraient faire tomber le Maroc, parce que le Maroc, il a une composante très forte, majoritaire, amazigh, et aussi, ils veulent enfoncer le clou du côté de la Tunisie, ils veulent éradiquer, c'est l'éradication de la mazirité d'Afrique du Nord. Et d'où ce problème-là du Sahara occidental, ils veulent, pourquoi ils sont immiscés dans cette affaire du Sahara occidental, ça fait 46 ans, c'est pour faire une république arabe. C'est comme s'il n'y a pas assez d'États arabes en Afrique du Nord qui ne leur appartiennent pas. Je vais revenir aussi là-dessus. De l'Égypte jusqu'au Maroc, là, ils sont illégaux là-dedans, ils ont usurpé ces territoires amazirs, mais là, ils continuent à gruger les dernières petites enclaves, y compris le Sahara occidental, arabe. Alors que tout le monde, historiquement, sait que le Sahara occidental, ça s'appelle Stmazir, Asifasgar, c'est des Amazirs, la dynastie au XIIe siècle, la dynastie al-Mourabitin, et ils viennent tous, leur origine, donc il n'y a pas de doute qu'ils n'ont rien d'arabe, les Sahraouis, okay? C'est des Amazirs, et ils ont même donné une dynastie qui s'appelle al-Mourabitin, puis par la suite al-Mouahidin. Donc, ils ne peuvent pas renier l'histoire de cette façon-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis donc la réconciliation entre le Maroc et Israël? Il y a des pays, parce que les Israël, et là d'autres aussi juifs, et là, n'oubliez pas, l'Anatas Boudhaïn aussi, l'Éthiopie, qu'ils ont rapatrié à Israël. Okay? Donc, ils ont des liens avec l'Éthiopie, ils ont des liens avec le Maroc, etc. Et d'autres liens avec l'Afrique du Sud, avec d'autres pays. Donc, ils ont fait une demande pour être membre observateur de l'unité africaine. Pourquoi ils ont fait cette demande-là? Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont analysé là. Parce que l'Algérie, via l'Algérie, elle a infesté l'unité africaine avec sa composante arabe. Et il essaye même d'intégrer des pays comme l'Irak ou le Yémen dans l'unité africaine. Alors Israël, c'est de bonne guerre. Pourquoi? Ils sont dans la même zone géographique, ils ne sont pas africains non plus. Qu'est-ce qui vient foutre les Arabes dans l'unité africaine? Ça, c'est la première question qu'on peut se poser. Donc, c'est légitime qu'Israël fasse la demande, en tout cas. Il a été accepté d'ailleurs par le président de l'unité africaine. Il a utilisé son pouvoir discrétionnaire et il a admis Israël comme observateur. Vraiment, et les généraux algériens. Okay? Alors, les coups de milliards dont je parlais tout à l'heure, ils ont en fait dépensé beaucoup parce que là, il y a un communiqué
il y a 7 pays, depuis quelques semaines, là, ils sont à plein temps. La Mamra, là, le ministre des Affaires étrangères, gagne à plein temps, parce qu'il avait quelques contacts avec ces petits pays africains pour, évidemment, moyennant quelques milliards d'argent, d'avoir quelques voix qui vont refuser l'adhésion d'Israël comme membre observateur. Alors, je vais les citer, ces pays-là, tu vas voir pourquoi. Il y a l'Algérie, évidemment, l'Égypte, l'île Maurice, un petit pays, l'île Maurice, la Tunisie, qui a besoin de beaucoup d'argent, Djibouti, une petite enclave là, Djibouti, la Mauritanie, qui est un pays, l'un des plus pauvres en Afrique après le Mali, après la Libye qui est déjà en déconfiture en ce moment. Voilà les 7 pays sur, je ne sais pas combien, une quarantaine plus là, de pays africains qui sont membres de l'unité africaine. Et j'ai lu un petit peu un communiqué qui vient d'Algérie là, à ce sujet. Ils disent que accorder le statut d'observateur. Voilà l'argument qu'ils ont développé. Je vais le démolir après. Je vais vous donner d'abord l'argument. Il n'est qu'accorder le statut d'observateur à une puissance occupante, c'est-à-dire qu'il occupe des terres des Palestiniens, est contraire aux principes et objectifs de l'acte constitutif de l'Union africaine, en particulier au moment où Israël multiplie ses actes d'oppression en violation totale du droit international et au mépris des droits de l'homme du peuple palestinien. Ça, c'est l'argument officiel que l'Algérie a essayé de vendre à ces 7 pays-là pour s'opposer. Mais sauf que, ce qu'on peut dire à la majorité des pays africains, mais l'Algérie elle-même, elle se comporte exactement comme Israël se comporte en Palestine. Elle occupe aussi des terres amazirs jusqu'à maintenant, en l'occurrence la Kabylie. Elle occupe aussi, elle s'immisce dans un conflit aussi de type colonial au Sahara occidental. Elle veut faire une enclave arabe et en violation aussi des droits à l'autodétermination de ces 2 peuples-là, le peuple des hommes. Peut-être plus l'Israël أي ساعة تلويث نتاث لا بالستين شطر ويث ثمورث الجزائر أي كفان يزرفان ثمورث القبايل الإسرائيل ثلاث تعرف لي انستيتيسيون روحي لينا ثافتي بانوين يبردان استعرف روح تشمي لي انستيتيسيون توثر نستعرف غورنا ولاش تقبايلي ثلاثة ولا شي. Tout à fait. Tout à fait. Et je rappelle aussi que l'Algérie ne se sent pas africaine. Enfin, l'Algérie officielle des généraux, la dictature algérienne ne se sent pas africaine. Elle ne s'est jamais sentie africaine. Elle utilise l'Afrique à ses propres fins d'expansionnisme de l'arabo-islamisme. On l'a dit l'autre jour que même l'AQMI, les terroristes islamistes qui ont semé la terreur en Algérie, qui étant après la décennie noire, les repentiniches gagnent en Afrique. Hein. Ils sont au Mali, à l'Azawad, ils sont au Burkina Faso, ils sèment la terreur jusqu'à Boko Haram, etc. Donc, la mission de l'Algérie en Afrique du Nord, là, c'est vraiment d'instaurer, d'élargir l'arabo-islamisme, l'expansionnisme arabo-islamiste. Ils ne vont pas en Afrique en amis, là, ils vont en conquérants. Quand ils s'adressent à des pays africains, ils s'adressent comme en étant des concurrents. Ils ne s'identifient pas, en fait, aux Africains. Or, pour réussir l'Afrique, il faut se sentir africain. Ils se sentent, le pouvoir algérien, en tout cas, et il a éduqué aussi toute une génération dans cet esprit-là, ils ne se sentent pas africains. Quand ils parlent d'Africains, eux, l'Africain, il reste le subsaharien. Le subsaharien, c'est l'Africain. L'ethnie, c'est des Arabes. Hein? Ils ont vendu ça même aux Africains et c'est là que certains pays africains devraient être vigilants. Ils se sentent ni africains ni méditerranéens. Donc ils veulent vraiment imposer l'idéologie arabo-islamiste. Et la plupart des chefs d'État africains, à l'occasion, parce que je fais partie de beaucoup de réseaux sociaux africains et j'encourage la Qbaïl al-Nar de faire la même chose pour
contrebalancer le discours officiel algérien. La plupart, ils connaissent Massinissa, 2e siècle avant Jésus-Christ. Ils disaient, l'adage de Massinissa, c'est la plupart des chefs d'État africains. L'Afrique appartient aux Africains. Il n'appartient pas aux Arabes. Ok, l'Afrique aux Africains. Et puis, comme disait, je pense, c'est Kat Biassine qui a repris ça là. Il disait que l'Afrique, l'adage qu'il a laissé là, l'Afrique doit retrouver son nord. Le nord de l'Afrique appartient à l'Afrique aussi. Et il est spolié d'une façon colonialiste par les Arabes, l'idéologie surtout arabo-musulmane. Aujourd'hui, je ne peux pas parler vraiment de colons en tant que tels, mais les aliénés, nous avons affaire à des Amazirs aliénés et qui sont vendus pour cette idéologie étrangère qui défend l'intérêt des Arabes. On a vu la fameuse Ligue arabe, etc. Donc, pour eux, c'est l'arabisme et l'islamisme qui passent avant toute autre considération. Et ils sont en terre africaine, je viens de le dire là, c'est un peu ça. Et actuellement, l'Algérie aussi, en fait, dans le conflit qui l'oppose aux Amazirs ou aux Kabyles en particulier, il occupe illégalement des terres qui appartiennent aux autochtones Amazirs d'Afrique du Nord. Comment l'unité africaine, là, va gérer ça? Est-ce qu'elle va appuyer les colonialistes arabes qui tirent la ficelle vers eux ou elle va appuyer les autochtones africains? C'est ça qu'il faudrait faire connaître à nos amis africains. Et d'ailleurs, il y a des pays africains aussi qui font partie de la francophonie. Okay? Dans le temps, moi, quand j'étais au lycée à Deleuze, on avait des étudiants africains qui venaient même au lycée et aux universités, surtout en Kabylie, parce qu'il y avait l'enseignement, on enseignait à l'époque la langue française. Avec cette politique-là d'arabisation de l'enseignement en Algérie, évidemment, tous ces pays, je parle par exemple du Niger, du Mali, du Sénégal, etc., qui ont envoyé leurs étudiants se former dans les universités algériennes, aujourd'hui, il reste à peine quelques-uns à l'université de Gaïa, de Bougie, parce que c'est la seule où il y a encore quelques cours en français. Le reste, ils les ont tous abrutis là, à l'arabisation. Et résultat des courses, les étudiants africains maintenant, ils vont au Maroc ou en Tunisie, qui font partie aussi de la francophonie et qui continuent à utiliser la langue française pour l'enseignement des sciences. Évidemment, au niveau stratégique, c'est beaucoup plus payant pour le Maroc, qui a formé je ne sais pas combien de cadres, c'est des milliers de cadres africains aujourd'hui qui sont dans l'économie africaine et qui ont développé des relations privilégiées avec ces pays-là voisins, le Maroc et la Tunisie. Et l'Algérie, qu'est-ce qu'elle a à offrir là? Rien du tout. Elle a à offrir le fanatisme islamique aux Africains. C'est tout ce qu'elle leur forme. Et là, dans ces universités, elle enseigne, entre guillemets, les sciences islamiques. C'est comme si c'est ça qui va développer l'Afrique, là, c'est les sciences islamiques, ou l'Algérie, là. Et puis, la science et la technologie, maintenant, les Africains, ils vont aller la chercher ailleurs. Et puis, c'est ça que... Oui. مثل نصدد الله يكن كيفاش سني الطبيب ذاكي غورنوغ الجزائر وزال نغور الطبيب كيفاش هناك كاردون القران اللي بريت منين القران الناس الليفر يجي يسحلون ايموضان وليو داس كيفن الاكسجين كيفاش الليفر. Oui, c'est ça le paradoxe. On est arrivé il y a au XXIe siècle, c'est des charlatans. Ils ont développé une culture de charlatanisme, de ruqya. Moi, j'ai vu il y a quelques années, ils prétendaient même avoir trouvé un charlatan, un médicament contre le diabète. Il s'appelait Rahmat Rabbi. C'est ridicule. Ils sont en train de se ridiculiser à l'échelle internationale. OK. Donc, pour le Covid aussi, c'est la même chose. Ils distribuent des Corans, même dans les hôpitaux. Donc, ils ne gèrent pas la vie, ils ne gèrent pas l'existence des gens. On peut dire qu'ils gèrent la mort, ces gens-là. C'est des croque-morts. C'est des croque-morts. Beaucoup de monde, je pense qu'avec ce Covid-là,
je pense que la plupart des Algériens, ceux qui sont encore un peu sains d'esprit, ceux qui ne sont pas rendus à l'échelle reptilienne ou korachites, là, et qui sont capables encore de réfléchir, ils savent aujourd'hui, ils le savent que cet état-là, il est devenu nuisible et toxique pour la population en général, pas seulement pour la Kabylie. Et si la Kabylie croise le fer avec ce pouvoir central-là, c'est parce que, grâce aussi à notre diaspora, qui a essaimé à travers le monde et qui vit au XXIe siècle. Et évidemment, ça ne fait pas leur affaire. Eux, leur projet de société, ils visent, comme j'ai dit l'autre jour, là, c'est comme une machine à remonter le temps, hein, vers le VIe siècle. Oui. Dans le temps et aussi géographiquement, vers l'Arabie Saoudite. Hein. C'est parce que au VIe siècle, l'Afrique du Nord était capable, il avait déjà eu 4 papes à Rome, il avait eu des écrivains déjà, il y avait eu Apulée, il y avait eu Arnaud, je ne me rappelle pas tous leurs noms. Donc ça n'a rien à voir, c'est comme si on compare l'incomparable. À l'époque où les Korachites, ils enterraient leurs filles vivantes, nous, on avait des reines, hein, tout le monde le sait maintenant. Donc, ils veulent nous ramener à une époque de 14 siècles en arrière et dans une zone aussi qui n'était pas la nôtre. Ce n'est pas notre passé, ça. La Glensen. Le 6e siècle, Nsen, les Korachites Nsen. Oui, la Glenna, c'est normalement ça. ماشي ال 6e siècle nord, ماشي ال 6e siècle Rome, ماشي ال 6e siècle bon, les civilisations mais وين الصحراء. Absolument. Non, donc, comme je disais là, ils sont devenus vraiment toxiques et dangereux pour l'Afrique du Nord, c'est évident. On voit la tension qu'ils ont créée avec le Maroc à cause de cette idéologie arabo-islamiste depuis 40 ans ou plus. Ils ont fermé les frontières. Alors, imagine le coût économique. Si on demandait à un économiste d'évaluer l'impact économique, c'est-à-dire le manque à gagner qu'on a perdu pendant 40 ans, et puis sans compter les milliards qu'ils ont dépensés à armer le Polisario, hein, à faire de la terreur au Maroc. Et puis, c'est clair qu'ils sont toxiques pour l'Afrique du Nord, ils sont toxiques maintenant pour l'Afrique, parce qu'ils sont en train de contaminer l'Afrique avec ces idées islamistes, avec l'AQMI. On a vu comment ils ont démoli même les mausolées de Tombouctou, des mausolées des croyances africaines, ancestrales. Ils l'ont démoli, donc ils sont en train de déranger tous les pays limitrophes nés pratiquement d'Afrique. Donc on appelle ça comment? On appelle ça un poison. C'est devenu un poison pour leur peuple, pour les voisins africains et pour les voisins aussi méditerranéens. Parce que ces gens-là, nous, on n'a pas ce problème-là. Les Amazirs, ils sont méditerranéens avant toute autre chose. Surtout les Kabyles ou les Rifins, on est sur le bord de la Méditerranée. On a côtoyé la civilisation méditerranéenne pendant des siècles. On n'a aucun problème, ni de mentalité, ni même de cuisine. On adore la bouffe italienne, on adore la bouffe grecque, etc. La musique, on baigne dans cette culture méditerranéenne. Et ce pouvoir-là, ce qu'il a fait là depuis 60 ans, il essaye de nous arracher à ce background-là, à ce bagage méditerranéen séculier. Donc, avec les voisins méditerranéens, c'est c'est devenu un poison. Qu'est-ce qu'il livre l'Algérie? déjà le Maroc, il a invité Tesla, إيلون ماسك يخدم ديك الرواسي سنتريسيتي أقلا ما غنكميدين يتمورث مازال غنخدمن فكر كاكسيكي نولي سعى المعنى مي تهضر ثورة في اللسان. Tout à fait. C'est pour ça qu'on dit à nos voisins méditerranéens et africains que la Kabylie n'est pas un problème. Elle offre une solution. Une solution peut-être pour sortir de ce bourbier-là arabo-islamiste qui est importé en Afrique du Nord par les militaires algériens. Okay? Ça s'arrête là. La population, elle est acquise pour les valeurs nord-africaines. Mais ce pouvoir-là, il utilise l'argent, notre argent, l'argent du pétrole, du Sahara, pour expansionner le monde arabo-islamique. Et pour nous,
étouffés. Oui, nous كان يتعاون تيمور يطنين اكن فارغ استنيت اوكي سواء كان لا نسي صورديني يخنق absolument. Et nous, ce qu'on dit là, l'indépendance de la Kabylie, il est, si on veut que l'Afrique du Nord et l'Afrique tout entière en bénéficient d'un développement économique, de la modernité, le modernisme, arrêter le flux migratoire, les hargans et tout ça là, c'est de l'indépendance de la Kabylie, ça va devenir comme une espèce de place forte là, hein, d'un sanctuaire, un sanctuaire de la modernité et un sanctuaire de la liberté. Et je suis sûr que ça va faire école, c'est comme une vitrine. On va offrir à l'Afrique du Nord et à l'Afrique tout entière une vitrine de nos propres capacités, de quoi on est capable. Aujourd'hui, on est étouffé évidemment avec cette machine-là, arabo-islamiste militaire, au point même qu'ils nous enlèvent des oxygénateurs là, aux douanes. On n'a pas, si on gérait notre propre douane, on est capable de venir en aide dans notre propre population. Okay. Il n'y aura pas de harag là. On va développer la Kabylie là. Ils vont travailler sur place. Et on va ouvrir des universités. Tous les Africains ils peuvent venir étudier en Kabylie. Ils n'auront pas besoin d'aller jusqu'en Europe là, avec le racisme qu'il y a en Europe, pour faire leurs études. Donc, c'est une opportunité de sortir de ce piège-là, de cette dictature, en fin de compte, là, monstrueuse, arabo-islamiste en Algérie. C'est une plaie pour l'Afrique du Nord, c'est une plaie pour l'Afrique. Voilà ce qu'on est en train de leur dire. On n'est pas plus intelligent, mais on a des capacités. Le fait que, comme je disais, la Kabylie, c'est une terre de migratoire. Il y a longtemps que les Kabyles vivent dans les diasporas européennes. Ils ont développé un savoir-faire, un savoir-vivre aussi, qui sont capables d'implémenter dans cette Kabylie. Mais pour l'instant, on est empêché de faire quoi que ce soit. Même l'oxygène, nos propres familles hein, qui sont là-bas. Donc ça, là, c'est une prise d'otage. Ils ont pris en otage tout le peuple algérien et particulièrement ces enclaves-là, Amazirs, ces peuples autochtones qui ne demandent que la liberté. On n'a pas besoin d'eux, on n'a pas besoin de leur pétrole même. On est capable de se démerder économiquement, on est majeur et vacciné. Donc c'est le message qu'il faudrait, je pense que nos voisins et la communauté internationale aussi retiennent, parce que ce régime-là, il mène vers le chaos, et puis ils vont entraîner dans leur sillage beaucoup de pays. Ils sont en train de s'armer jusqu'aux dents, ils peuvent encore créer, ils ont une capacité de nuisance très importante, et c'est ça en fait que la Kabylie pourrait faire partie de l'équation de résoudre ce problème-là économique grave qui se pose en Afrique du Nord et en Afrique en général. Voilà. هي ملات سايت اول تجرى ديفيني أول تجرى en fait من نغيس كمي لكن نقار parce qu'on a vu que ce pouvoir-là, malgré toute cette crise que le peuple est en train de vivre, il est en train de tirer les ficelles et surtout c'est le manigance, comment garder le pouvoir. C'est la seule chose qui le préoccupe. Et la répression, il continue sa répression, il maintient encore en otage des indépendantistes, des prisonniers d'opinion aussi. Et c'est comme, il se permet, je dirais même, un luxe de faire de ce genre de choses-là, de défier. Il vient de dire que Israël défie la communauté internationale. Et eux autres, là, ils font la même chose. Et le droit des peuples autochtones, ils l'écrasent, ils violent tous les jours ces droits-là internationaux. Actuellement, on sait que s'il est encore en vie, ce régime-là, ils doivent remercier la France, matin et soir. C'est la France. Et nous autres, là, je pense que l'alternative pour forcer un peu le destin,
c'est d'aller vers l'opinion publique internationale. On ne le dira jamais assez. C'est vraiment ça, il faut les traîner, ces responsables, les criminels, terroristes d'État, les amener devant la Cour pénale internationale. Et puis, de libérer au plus sacrant les jeunes là qui sont arrêtés, là qui sont en train de croupir en prison, pour rien, en fait, parce qu'ils ne sont même pas capables de les juger, parce c'est un acte illégal et ils n'ont aucun droit de faire ça. Donc, les voyous, hein, ils kidnappent des gens, c'est du kidnapping, c'est de la mafia. Et puis, il faut que le monde leur rappelle à cet état-là voyou, c'est un état voyou, qu'il les ramène à l'ordre, ces gens-là. Et puis, c'est dommage que la France, pays des droits de l'homme, là, passe ses intérêts pétroliers avant toute considération. Et je pense que les dirigeants de l'heure, ça va leur coûter très cher, ils le savent, ils ont déjà payé un lourd tribut avec cette politique-là de la France, mais il faut qu'ils se rendent à l'évidence. S'ils continuent comme ça, c'est sûr que l'avenir va le démontrer, hein, et ça va leur coûter encore plus cher. Et autant retrousser les manches et d'encourager plutôt le retour à une certaine stabilité de cette région-là et de redonner les droits fondamentaux, encore une fois de plus, là, aux autochtones de ce pays. Et puis d'arrêter cette idéologie arabo-islamiste mortifère et ça va les entraîner dans le sillage. On sait, par exemple, comment ils sont mal pris avec des islamistes en France, mais on dirait qu'ils ne sont pas concernés. Voilà, pour l'instant. Donc, momentanément, moi, ce que je propose, là, surtout à notre diaspora, momentanément, oublier la France, là. Oublier la France, travailler avec les autres pays qui sont en notre faveur. Il n'y a pas qu'Israël, il y a d'autres pays, il y a le Maroc, il y a les États-Unis, il y a d'autres pays, les pays scandinaves, qui sont capables de comprendre ce problème-là. Et même le Canada. Écoute, je vais terminer là-dessus, si tu permets, Axel, je vais citer, comment il s'appelle, le gouvernement fédéral canadien. Il y a eu le 21 juillet dernier, 21 juillet, il n'y a même pas 2 semaines, là, il y a eu une réunion à Ottawa là, pour en fait, discuter de l'antisémitisme. OK? Le gouvernement fédéral canadien combat l'antisémitisme sous toutes ses formes. C'est ce qu'il a assuré Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, lors de ce sommet-là sur l'antisémitisme qui a eu lieu à Ottawa. Donc, il a dit, par exemple, à propos d'Israël, là, justement, une question qu'on a discutée tout à l'heure, à propos d'Israël, il a dit que le Canada soutient fermement le droit d'Israël de vivre en paix avec ses voisins, à l'intérieur des frontières sûres, et le droit d'Israël de se défendre. C'est exactement, à quelques minutes là, c'était la position, c'était la réponse aussi qu'a donnée Farhat Manni, le président du MAC, la semaine dernière, dans une interview qu'il a accordée, je pense, à un journaliste marocain. Donc, est-ce que ces bâtards-là d'Alger, est-ce qu'ils vont accuser le Canada aujourd'hui d'être terroriste, comme ils accusent le MAC, là? Et ils pratiquent l'antisémitisme officiel en Algérie. Ils font même, tu sais, ici au Canada, faire de l'apologie, c'est-à-dire tu fais l'apologie du racisme, c'est criminel. Tu peux être condamné au criminel. Oui. Ils font de l'apologie. L'État algérien fait l'apologie de l'antisémitisme en remettant cette médaille à un antisémite, là. Ils font de l'apologie internationale de l'antisémitisme. Alors, le Premier ministre du Canada, on devrait l'interpeller aussi, là. Qu'est-ce qu'il pense de cette attitude de l'Algérie qui a coûté de milliards? Elle fait du chantage à des pays africains à coup de milliards pour exclure même Israël de l'unité africaine comme observateur. Tu vois. Alors, il a contribué beaucoup de choses. شحال وطسنا الحوايج انه ليمانيتي اثر في ديمانيز ما ولاش ماتي فيسبوك هذاك قال نسن
تويتر ذاك لا نسل، ياهو ذاك لا نسل، جوجل ذاك لا نسل، الخيوط سوا شون لوبيراسيون سوا شون تبيري سوا شون تبيري ونامدان صغور سنيدي التاس عندنا مقول أن تولي أفوس اليهود يسيروا تشغلوا يسيروا دافوس نتمعاونا قلت ولي غير ما تكرهت ويجي اليهود يجي الور يدرنو اساكي ذاكي براغ لدينا وكلي مونيمون جويف زمرتي تفيزيتي تبطل بليس دو 70 مونيمون ذاك اللي براغ جويف. Normalement, c'est un État qui se respecte, c'est un État qui respecte ses minorités, qui respecte les différences, qui respecte les différences. On a vu qu'il n'y a rien de tout ça là dans ce pouvoir mafieux algérien qui défend plutôt sa poche là. En fait, c'est cette clique au pouvoir là. Il viole toutes les lois internationales. Pour l'instant, comme je dis, ils ont le bon jeu parce qu'ils ont une puissance qui les soutient, qui les défend. En l'occurrence la France, mais j'espère que ça tire vers sa fin là. Les gens vont se réveiller, surtout la communauté européenne, parce que via la France là, ils sont impactés aussi par tout ça, même l'Allemagne, même tous ces pays-là. Le terrorisme islamique, il a fait des ravages, et il continue encore à gruger des choses là-dedans. Donc ils sont dérangés aussi jusqu'au cœur de l'Europe. Maintenant, s'ils veulent continuer comme ça à se suicider à petit feu, il leur à faire. Nous connaissons notre devoir, c'est de les alerter. On est comme des alerteurs d'opinion, là. On les alerte parce qu'on les connaît, on est sur la ligne de front de ces gens-là, de ceux qui ont importé une idéologie du Moyen-Orient en Afrique du Nord, qui n'a rien à voir avec cette idéologie-là. Et puis, ils sont en train de... regarde même le système d'éducation, ils l'ont donné à un islamiste là, il y a quelques jours. Donc, ils continuent, ils persistent et signent sur cette idéologie-là mortifère, arabo-islamiste, qu'ils veulent maintenir en Algérie. Voilà un petit peu le mot de la fin. Et on arrive on a dépassé un petit peu même l'heure habituelle. Bien sûr. Puis, comme je vous dis là, il faut pas lâcher, il faut pas hésiter une seconde aussi à aller consulter des sites africains pour amorcer le dialogue aussi avec eux. C'est plus intéressant de faire des échanges avec nos voisins africains là que se regarder le nombril Kanimana, parce que ces pays, c'est nos voisins et c'est avec eux qu'on veut vivre en Afrique là, pas avec des importés du Moyen-Orient ou des idéologies moyen-orientales. Qu'ils gardent ça chez eux là. Nous, on va s'occuper de l'Afrique. Okay? Voilà. L'Afrique aux Africains. Ça, c'est la devise de Massinissa. Voilà. Merci, Axel. Sauver le nord d'Afrique. merci وذاك غندي سمح سيسان تنميرث البروفيسور الحسين يحيى غندي سقرت شون كيلو في جيم تاعنا مليح نون سولمون لافريك دي نور لافريك مي دابا كهم ورث القبايل هي ونجين دي ثلويث السير زن فلويدين كندا تنميرث يست ذا غورنا يوروب ثمن سيوين يكونوي فوالا تنمير يا الدور تدير الدور ما يراد يلو فوالا